Ogamika Batuba Puya Janga Kalami Oba Papi Matenete Bravo Foxia Bravo Foxia Bravo Foxia. Donc toujours, depuis de notre émission, j'ai accroché sur NRA Radio, nous avons un petit souci technique avec notre invité qui est toujours en ligne. Il s'agit de M. Sidia Touré, qui est donc le président donc, de l'UFR. Alors, M. Sidia Touré, vous étiez actuellement en train de nous parler un peu de la confiscation, si vous voulez, donc des votes au niveau donc de Koya et certainement de d'autres régions. Allez-y, M. Touré. Oui, je parlais particulièrement du vrai cas qui a été prononcé hier. Je disais que nous avons attrapé des urnes disons, qui étaient dans le cadre du bureau de vote parallèle, animé par les chefs de quartier. Nous les avons fait arrêter, mais en fin de compte, eux, ils ont été libérés. C'est notre responsable des élections qui les avait dénoncés, qui est retenu en prison. Mais ces bureaux de vote, on les a jamais retrouvés, mais par contre, dans le décompte, oui. Hier, c'était le sous-préfet, le lendemain, c'était le sous-préfet de Tondon, une localité de la même circonscription, qui a amené des bureaux de vote avec des voix et surtout des PV qui n'étaient signés d'aucun parti. Donc voilà comment les choses se font de manière très claire, apparente, visible, mais vous n'y pouvez rien parce que c'est en dehors de Conakry. Alors, de l'autre côté aussi, le parti au pouvoir vous accuse aussi au niveau de l'UFR de faire un peu de la manipulation au niveau de Kaloum. On parle que votre candidat, M. Haribo, aurait tenté donc de corrompre certains représentants des bureaux de vote, et il menace même certainement donc de se retirer au niveau donc de la centralisation, au niveau donc de Kaloum. Alors comment expliquez-vous cela? Vous savez, le RPG est un parti communiste, donc ils inventent des choses et ils le prennent pour la réalité. Cette zone a toujours été gagnée par l'UFR. Ils y ont dépensé dans une zone où on n'avait que 60 000 électeurs, les gens auront du mal à le croire, près de 2 millions de dollars. Ils n'ont pas vu le résultat dans les urnes, donc ils s'excitent. Aïbo n'a payé personne. Il n'a juste visité les bureaux de vote comme tout un chacun, mais personne ne peut se permettre de faire une chose pareille. Et puis c'est pas dans les bureaux de vote quand vous voulez corrompre les gens comme ils l'ont fait, c'est pas dans les bureaux de vote qu'ils ont donné l'argent. Donc j'estime que c'est juste de la propagande et ça n'a aucun sens. Alors, de l'autre côté, les auditeurs disent, bon, pour le moment, comment vous aviez dit que vous avez gagné au moins, l'opposition a gagné pratiquement au moins ces élections législatives. Alors, comment vous le savez? Est-ce que c'est après certainement... Parce que tout simplement, voilà, mais c'est très bien, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Nous nous basons sur les résultats des bureaux de vote pour sortir des urnes. Un décompte est fait dans chaque bureau de vote et normalement un résultat est donné à chaque parti. Le parti d'opposition et le parti de la majorité. Nous avons compilé ces résultats et nous connaissons donc le résultat de chaque circonscription. Que fait le RPG? Ces résultats, quand ils arrivent à la centralisation, ils sont modifiés. Ou quand ce sont des résultats qui viennent de zones auxquelles nous n'avons pas accès, c'est la grosse saison de pluie ici, les routes sont mauvaises, l'opposition n'a pas assez d'argent des fois pour aller dans les îles ou pour aller dans les zones où vraiment la circulation est difficile, ils reviennent avec des faux bulletins que vous mettez 2 jours à contrôler. Le temps que vous les contrôlez, on a proclamé les résultats, ça devient un contentieux. Et vous allez à la justice comme cela a été à la présidentielle, ça ne vous rapporte rien. Donc nous nous basons sur les résultats sortis des urnes. Mais vous dites que dans le cas de Kaloum Oubaïdi est candidat, c'est en pleine ville, donc ils ne peuvent pas changer cela. Voilà la raison pour laquelle, non seulement ils ne peuvent pas le changer, mais c'est pas qu'ils n'ont pas tenté de le changer. Même aujourd'hui, cette tentative a été faite, il a fallu qu'on avise la presse et la communauté internationale. Et qu'est-ce que la communauté internationale dit par rapport à tout ça? Non, on veut chacun de la recommandation. Saïd Djinit est obligé de revenir demain. La recommandation, c'est que on se base sur les résultats sortis des urnes et qui ont été visés et signés par tous les partis. Et ils viennent avec des PV que personne n'a signé. Comment voulez-vous qu'on les prenne au sérieux? Alors, ce qui veut dire que vous ne reconnaissez pas pratiquement les résultats qui sont déjà publiés par la CENI, c'est bien ça? Ah non, pas du tout. Nous ne les reconnaissons pas, nous l'avons dit. Demain, nous allons le confirmer lors d'une conférence de presse. Et nous allons demander que vraiment cette procédure soit interrompue. Alors, de l'autre côté aussi, on apprend que vous avez aussi retiré vos représentants des bureaux de centralisation des votes et aussi des membres de la CENI. Est-ce que vous pouvez confirmer cela?
Non, non, ce sont des représentants que nous avons envoyés à la CENI pour assister à la centralisation. Ce n'est pas les membres les commissaires de la CENI. Ok, d'accord. Ces observateurs que nous avons envoyés devraient normalement argumenter pour notre compte sur des dossiers qui arrivent avant que cela n'aille en justice. Mais non seulement on ne leur donne pas la parole, on ne leur permet pas de mettre un avis, mais en plus on leur donne même pas suffisamment de dossiers pour qu'ils puissent regarder. Donc nous disons, nous n'allons pas cautionner cela alors que nos représentants ne peuvent pas parler. Voilà pourquoi on les a retirés. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que, bon, du camp présidentiel, que M. Sidia et M. Selou sont des mauvais perdants, ils ont toujours contesté, hein? Que répondez-vous à cela? Ils avaient qu'à venir regarder la Guinée. Quand nous avons fait l'élection présidentielle, moi j'avais près de 16%, Selou près de 44%. Nous n'avons pas gagné ces élections pour des raisons que tout le monde connaît, mais 6 mois après, ce qu'on appelle la coalition arc-en-ciel se résume au parti au pouvoir qui avait 18% au premier tour de l'élection présidentielle, puisque tous ceux qui étaient avec ce parti, au second tour, que ce soit Kouyaté avec ses 7,5%, Papa Koli, Teliano, ils sont tous partis. L'arc-en-ciel aujourd'hui, c'est les 18% d'Alpha Condé au premier tour de l'élection présidentielle. Ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ont gagné 70% de l'électorat en Guinée après 3 années de gestion calamiteuse. Alors, puisque vous n'êtes pas satisfait, est-ce que vous allez tuer pratiquement les moyens légaux pour contester, ou bien vous n'excluez pas aussi, certainement aussi la marche? Écoutez, demain nous allons tirer les conclusions tous là. Il y a une réunion des leaders le matin, je ne peux pas me prononcer sur tout ça parce que c'est un débat. C'est un débat. Alors, M. Sidia Touré, puisque vous avez beaucoup de Guinéens et puis vos militants qui vous écoutent en ce moment, hein, alors qui sont pratiquement inquiets, hein, je vais vous laisser certainement peut-être 3 ou 4 minutes, vous adresser certainement à vos militants avant de prendre une question certainement d'un frère du panel. Non, simplement dire à nos compatriotes que nous sommes à une croisée de notre chemin. La Guinée, à chaque fois, a raté les opportunités qui lui étaient offertes. Celle-ci en était une, pour permettre en sorte que nous puissions finir vraiment la dernière institution dont on avait besoin pour faire fonctionner le pays. Au lieu de cela, nous sommes en train de nous orienter vers une situation beaucoup plus compliquée que ça l'était avant les élections. Notre souhait vraiment, c'est que la sérénité revienne et que les résultats des bureaux de vote soient pris en considération pour que ce gouvernement accepte au moins que l'Assemblée nationale doit pouvoir jouer son rôle et doit être la représentation réelle de l'électorat de notre pays. Et non pas simplement la volonté de certains préfets, de certains sous-préfets et autres. Nous le souhaitons, nous nous battons pour cela, et j'espère qu'on va y arriver. Cela permettra peut-être à la Guinée de se retrouver un peu plus et de profiter enfin de ces potentialités qui ne lui ont rien rapporté depuis 50 ans et qui fait de notre pays celui vraiment l'un des pays les plus en retard de la sous-région. C'est notre vœu le plus cher. Merci. Voilà. En fonction de vos calculs, M. Touré, combien de députés vous visez à peu près? Écoutez, ça dépend des résultats qui vont sortir en Haute-Guinée, une zone que nous n'avons pas pu contrôler et où on a renvoyé tous les délégués de M. Kouyaté des bureaux de vote. Donc c'est le RPG qui va proclamer les résultats. Ils sont capables de le proclamer en disant qu'ils ont eu 99% d'électeurs qui ont voté pour eux. Dans ce cas, le quotient monte. Et au lieu d'avoir 30 000 personnes pour électeurs pour un député, on va peut-être arriver à 60, 70 000, 80 000. À partir de là, on ne peut plus contrôler parce que rien aujourd'hui ne nous permet d'appréhender l'électorat de cette zone. Et nous savons tout ce qui s'y est passé. On a les films, on a les photos, on a les rapports. Hein. L'Union européenne a écrit que dans cette zone, on a rencontré des urnes mobiles. Ils se promenaient de concession en concession pour qu'on les remplisse. Donc, c'est l'Union européenne, hein, pas moi qui le dis. 10-15 députés pour l'UFR, ça va, hein? Ça sera suffisant? Pardon? 10-15 députés pour l'UFR, hein? Non, si les choses avaient été régulières, non, nous aurions eu plus de 20 députés, c'est clair. Maintenant, je dis, je ne sais pas, personne ne peut vous dire cela, parce que vous avez 2 parties de notre pays, la zone forestière où mon candidat a gagné à Zérekoré, mais où on est en train de tout défaire, et surtout la zone de la Haute-Guinée, où, honnêtement, c'est un no man's land pour l'opposition, parce que nous n'avons de représentation nulle part. Aucun d'eux n'a pu participer à l'élection.
Et comme en Guinée, l'élection, il y a une partie, un tiers circonscription et les 2 tiers, c'est un scrutin de liste nationale, ben, selon le quotient, on peut arriver à 30 000 électeurs par député, même si le RPG considère qu'ils ont eu déjà 900 000 électeurs dans une seule région, le quotient peut monter jusqu'à 90 000 électeurs pour un député. À partir de là, personne ne peut vous dire ce que cela va être. Ça dépendra de ce qu'on reconnaîtra et de ce qu'on ne reconnaîtra pas. Voilà, M. Touré, avec vos permissions, nous allons prendre 2 questions de nos frères donc, du panel. Hein. Il s'agit donc de M. Barry, Agassimo Barry, donc de guinéinformation.fr depuis Paris. Hein. M. Barry, allez-y pour votre question pour M. Sidia Touré. Oui, bonsoir M. Sidia Touré, bonsoir à tous les auditeurs de la position. Et M. Touré, moi, bonsoir. J'ai une question parce que je suis un peu étonné, vu vos votes cumulés, vous et l'UFDG, au premier tour de l'élection présidentielle, on s'attendait à ce que vous ayez au moins, notamment dans les circonscriptions de la Basse-Côte, du Breka, Koya, Fourekaria, jusqu'à Bofa, et y compris Matoto et Matam. Et moi, je m'attendais à ce que vous ayez au moins les 60-70% de votes. Mais est-ce que, du fait qu'il n'y ait pas eu de correction, un délai suffisant pour les corrections, vous ne pensez pas que la communauté internationale vous a trahi? Bon, honnêtement, nous sommes allés dans ces élections dans des conditions assez calamiteuses. Ce dont vous parlez, c'est parfaitement vrai. Nous en avons découvert aujourd'hui les raisons. Nous avons trouvé des milliers de bulletins de vote qui étaient prémarqués. Nous avons trouvé des enveloppes de la CENI, des fiches de démargement, et bien sûr, tout ce qui était marqué était au nom du RPG. Demain, nous allons les exhiber à la conférence de presse. L'une des raisons principales, c'est la fraude. L'argent a circulé pour faire circuler tout cela et la FOSPEL a transporté ce genre d'urnes dans toute la base Guinée. L'objectif fondamental du pouvoir est de l'UFR en base Guinée et de continuer à informer la communauté guinéenne et internationale sur le fait que le RPG détient la majorité en forêt, en Haute-Guinée, en Basse-Guinée et qu'il n'y a que le Fouta qui lui échappe. Donc, ce qui fait que on n'a pas touché au Fouta et tout l'effort du RPG de périphérie, c'est pratiquement braqué sur les parties contrôlées par l'UFR en Basse-Guinée et à Conakry et dans la zone forestière à Zérékoré où notre candidat, l'ancien maire Cécélois, était vraiment dans une position dominante. Voilà. Oui, Monsieur Barry, vous avez une deuxième question rapide? La deuxième question, c'est toujours de lui dire comment s'est passé comment la FOSPEL transmet. Moi, pratiquement, comment ça se fait que les PV qui quittent les bureaux de vote sont différents des PV qui arrivent. Ça veut dire que aussi les autorités, la sécurité aussi vous a fait défaut. Je n'ai pas bien compris la question, mais j'ai entendu le problème des PV. C'est simple, dans chaque bureau de vote, on vous donne des PV. Pardon? Allô? Comment se fait-il que les PV qui quittent les bureaux de vote ne sont pas les mêmes PV qui arrivent là? Oui, ben c'est toute la question. Nous avons eu ce problème à Kaloum aujourd'hui. Vous savez que l'UFR a gagné la zone de Kaloum, Matam et puis Matoto. L'UFR a gagné Dixine et Ratoma. Le pouvoir ne veut pas accepter qu'il a perdu les 5 communes de la capitale. À Kaloum, nous avons fait le décompte, il y a 133 bureaux de vote. On avait 133 PV sortis des bureaux de vote. On a fait le décompte, il n'en restait plus que 38. Hier, nous avons pris à 2 heures du matin un gendarme qui essayait d'introduire de nouveaux documents à la commission de centralisation alors que la clé était censée être détenue par le président qui est un magistrat. Aujourd'hui, lors de décompte, nous avons retrouvé les fichiers qu'il avait introduits et qui étaient totalement différents des fichiers sur lesquels on a travaillé pendant 4-5 jours. Mais ils se sont trompés parce qu'ils ont ramené les mêmes quartiers qui avaient été déjà traités. On a donc dû suspendre, il a fallu qu'on s'adresse à la communauté internationale pour qu'on aille voir qu'effectivement, ces nouveaux PV qu'on avait introduits de nuit, mais ne correspondaient pas aux fichiers qu'on avait traités pendant 5 jours. Et c'est comme ça qu'on a encore arrêté le décompte à Kaloum aujourd'hui. Cela fait 5 jours qu'on travaille sur une circonscription où il y a 60 000 électeurs et où il y a 132 bureaux de vote, 133 bureaux de vote à contrôler. C'est vous dire quelle est l'ambiance et la volonté surtout du gouvernement chaque fois qu'ils n'ont pas la possibilité de changer les données, on traîne là-dessus. Par contre, de l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent.
En forêt, il y a eu des votes qui étaient surveillés directement par des militaires. Donc les gens n'avaient aucune possibilité de s'exprimer. Ce sont des zones, il faut comprendre quand vous êtes aussi loin. À partir de Kishidou, vous n'entendez pas la radio, vous ne voyez pas la télévision. Donc ces gens n'ont même pas une information de ce qui se passe à Conakry. C'est ça la réalité de la Guinée. Alors, M. Touré, savoir que la journée a été très longue, nous allons prendre une dernière question de M. Chérif Haïdara, depuis donc Maryland. M. Haïdara, allez-y pour votre question. Merci, cher ami Jacques. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, salut, ça va? Oui, ça va très bien. Bon, en fait, on est tous impatients, on attend tous les résultats de ces élections. Et la tendance qu'on commence à remarquer, c'est que la mouvance aurait, par rapport à cette tendance qu'on voit aujourd'hui, raflé la quasi-totalité de toutes les circonscriptions, s'il faut le dire ainsi. Maintenant, il me semble que si vous totalisez, par exemple, les voix reçues par toute l'opposition un peu partout, vous verrez que toutes ces voix dépassent largement les voix reçues par la mouvance. Est-ce que si l'opposition s'était entendue et avait fait une coalition pour présenter, s'il faut, comme vous l'avez fait avec l'UFDG, et toute l'opposition avait fait la même chose, est-ce qu'on serait en train de parler de fraude aujourd'hui? Pour la simple raison, à part peut-être les zones comme la Haute-Guinée, qui est reconnue être le fief naturel du parti au pouvoir, est-ce qu'on serait assis aujourd'hui en train de parler de l'ascension en flèche qu'on voit aujourd'hui de cette mouvance présidentielle? Non, je crois que vous avez parlé de fief. Le fief de RPG, c'est la Haute-Guinée, c'est également le fief de Kouyaté. Le fief de la Basse-Guinée, c'est mon fief. Mais je dis, nous avons vu des résultats manipulés, notamment en Basse-Guinée, partout. Nous l'avons observé à Conakry, et si vous voyez que les résultats ne sortent pas, c'est pour ces raisons-là. Et quand vous parlez de la Haute-Guinée, et je réajoute la forêt où le candidat de Zélékoré, qui était le candidat de l'UFR, était largement en tête, les gens imposent des systèmes de vote, de centralisation, de publication de résultats qui ne correspondent pas du tout aux normes de la CENI. En Guinée, en Haute-Guinée, personne n'a pu assister au vote. En Haute-Guinée, il y avait des systèmes parallèles au lycée Assaya Diallo à Cancan pour modifier tous les PV avant de les envoyer à la centralisation. À Sigirine, ce système était installé dans le domicile du ministre Tidiane Traoré. Aujourd'hui, il y a 1 200 000 électeurs là-bas, quel que soit ce que vous faites, puisque vous n'y êtes pas et que vous ne pouvez pas vous déployer pour des raisons économiques, mais également d'infrastructures, parce que vous connaissez l'état des routes en Guinée. Quand vous n'êtes pas au gouvernement, vous ne pouvez pas gérer ces choses-là. Le RPG va publier des résultats qu'il veut en Haute-Guinée. Ce sera plus ou moins comme cela en forêt. J'ai été en forêt pour la campagne. Pour quitter Zélékoré pour aller à Yomo à 60 km de là, il vous faut 2h30 en 4x4. Bien sûr qu'on ne peut pas gérer tout ça. Mais le problème, c'est que la transparence n'a pas joué. Ce n'est pas un problème d'addition des voix. Ils se sont complètement désintéressés du Fouta, en réduisant le corps électoral pour qu'à la proportionnelle, ça pèse pas lourd. Ils ont complètement pris le temps de modifier tout le vote en Basse-Guinée, et puis ils ont contrôlé la Haute-Guinée et la forêt. Voilà d'où vient la fraude. Mais ça, on ne pouvait pas le changer, quelles que soient les alliances qu'on avait à nouer. Aujourd'hui, c'est 3 partis qui ont eu des voix à ces élections, c'est le RPG, l'UFR et puis le FDG, c'est tout. Les autres, il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas pu surveiller correctement leur vote, notamment Kouyaté en Haute-Guinée. Tous ces délégués ont été mis à la porte, tous. Alors, encore une fois, merci beaucoup, M. Sidia Touré. C'est moi qui vous remercie. Et portez-vous bien. Bon courage surtout. Hein. Voilà. Merci. Nous allons aller donc du côté encore de Conakry avec le docteur Fayamine Mono. Docteur Fayamine Mono, bonjour. Oui, bonjour Jacques et bonjour fidèles auditeurs de Jacques.
Voilà, c'est toujours un plaisir de voir le docteur Fayamine Mono. Voilà, merci docteur Fayamine Mono pour la confiance que vous accordez certainement au Jacques Roger Show. Alors, docteur Fayamine Mono, au niveau de la santé, comment vous vous portez? Nous avons eu quelques informations que depuis déjà quelques jours, vous avez quitté votre domicile pour certainement, permettez-moi l'expression, vous réfugier dans un lieu sûr. Est-ce que d'abord vous pouvez confirmer cette information et nous donner beaucoup plus d'informations par rapport à ça? Oui, Jacques, depuis effectivement quelques jours, à la veille de ces élections, nous avons cru devoir nous retirer pour être effectivement en lieu sûr parce que avec tout ce que nous vivons en Guinée, vous avez lu l'article du Canard enchaîné qui parlait de complot imminent accusant pêle-mêle les gens. Nous avons fait durant ce tohu-bohu, notre dernière conférence de presse avant les élections pour confirmer nos positions, n'est-ce pas, dénoncer le Canard enchaîné et promettre de mettre tout en œuvre pour que le Canard enchaîné soit poursuivi. La réaction ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, nous avons en langage voilé entendu le gouvernement se poser la question, les preuves que nous avions pour, n'est-ce pas, démentir l'information du Canard enchaîné parlant du complot permanent et du complot imminent en Guinée. Alors, c'est en ce moment-là que les menaces se sont intensifiées. Nous avons des amis qui nous donnent des informations et ces amis ont attiré notre attention sur l'existence d'un certain nombre de mouvements autour de ma maison qu'il fallait, si je n'avais vraiment pas quelque chose de très important à faire là-bas, de me retirer en lieu sûr durant cette période électorale. Parce que si c'est pour convoquer Fayamine Mono à un tribunal ou l'arrêter selon conformément à la loi, il n'y a aucun problème. Mais ce que mes informateurs m'ont laissé entendre, c'est que c'est un assassinat qui était planifié. Alors, nous l'avons compris et donc nous avons pris les dispositions depuis le vendredi de sortir de notre maison d'abord nos deux voitures pour les envoyer en lieu sûr et nous avons constaté que à chaque fois que ces voitures se déplaçaient, elles étaient suivies. Alors, c'est dans ce déplacement des voitures que j'ai profité pour emprunter un taxi pour un endroit, puis un autre, puis une voiture. Et finalement, je me suis retrouvé en lieu sûr. Donc, je suis en train de suivre l'évolution de ce scrutin à partir de cet endroit. Et nous attendons, nous continuons à communiquer, en tout cas, sur les radios locales ici. Alors, ce qui veut dire que vous êtes un peu dans une situation un peu difficile. Mais depuis votre situation, vous suivez un peu ce qui se passe, Dr Fayamine Mono. Quelle est un peu votre analyse un peu donc de la situation? Je sais que vous avez déjà prédit un peu cela, vous avez déjà décrit un peu donc la fin donc du film. Alors, Dr Fayamine Mono, revenons un peu sur le film que vous avez déjà pratiquement un peu commenté il y a déjà quelques mois. Bon, nous, depuis le début, nous ne croyions pas que Alpha était capable d'organiser des élections propres en Guinée. Nous avons maintenu notre position. C'était un peu dans ce cadre lorsque nous avons vu que la crise entraînait la mort quotidienne des jeunes gens, il y avait des blessés graves, des destructions de biens privés. Nous avions proposé que ces élections soient reculées en 2015, qu'on les organise mieux, qu'on revisite un peu la copie de la CENI, qu'on revisite un peu un certain nombre de choses pour pouvoir coupler les élections en 2015. Les gens, en ce moment, avaient pensé que le BL venait d'avoir son agrément, donc on n'avait pas installé encore le parti. C'était donc une manière de se donner du temps.
Au DEL, on ne pense pas les choses de cette façon. On n'est pas venu en politique pour nous battre pour des intérêts personnels. Nous nous battons pour l'intérêt général. Puisque nous n'avons pas été entendus, nous avons continué à dénoncer, n'est-ce pas, l'évolution des choses. Vous nous avez suivis lors du fameux dialogue au Palais du Peuple, que nous avons dénoncé encore une fois des accords, et finalement, nous avons refusé d'aller aux élections en indiquant clairement que ces élections ne seraient pas propres. Lorsque les gens, après toutes les manœuvres, n'est-ce pas, à la dernière minute, on a vu l'opposition élever le ton, un autre colmatage a été fait, un recul de la date des élections de 4 jours, n'est-ce pas, pour permettre de corriger certains dysfonctionnements qu'on ne pouvait pas corriger même en 1 mois, même en 2 mois, parce que le tripatouillage du fichier est déjà consommé, c'est terminé. Alors, nous sommes revenus à la charge, c'était le jeudi dernier, pour faire notre dernière conférence de presse, et à l'occasion, nous avons livré notre déclaration numéro 11, dans laquelle nous avons réitéré, n'est-ce pas, ce qu'on avait déjà dit clairement, que ces élections ne seraient pas propres. En fait, aussitôt le scrutin terminé, je crois que chacun a salué le calme avec lequel les Guinéens se sont rendus aux urnes. La maturité des Guinéens n'est plus à démontrer. Depuis 1958, nous avons choisi notre indépendance. Ce n'est pas une guerre qui nous a amenés à l'indépendance. C'est un choix par les urnes. C'était à l'occasion du référendum du 28 septembre, n'est-ce pas, 58. Donc, les Guinéens, n'est-ce pas, ont une certaine maturité politique qui leur permet de faire des choix importants. C'est ce qui s'est montré. Malgré que un bon nombre de ceux qui avaient fait le déplacement, aujourd'hui, on vous dira qu'il y a eu 80% de participation. C'est un chiffre qui a été avancé de façon fantaisiste. Il y a eu certes beaucoup de Guinéens qui ont été aux urnes, mais il y a eu aussi beaucoup qui n'ont pas pu voter, soit parce qu'ils ne savaient même pas où voter pour eux, ils n'avaient même pas de carte. On avait dit qu'une liste serait élaborée pour permettre à ceux qui avaient les cartes d'électeurs de la SAGEM en 2010, qui n'ont pas retrouvé leur carte cette fois, de voter. Tout cela n'a pas été réalisé, et religieusement, les Guinéens qui ont été empêchés de voter, qui ont erré pendant toute la journée, sont rentrés dans le calme chez eux. Ça, c'est à apprécier, et nous l'avons dit clairement. Mais le scrutin, lui, n'a pas été propre. Les observateurs qui étaient là étaient dans les chefs-lieux de préfecture. Ce n'était même pas dans toutes les préfectures, parce que le groupe le plus important est le groupe qui provient de l'Union européenne, les observateurs de l'Union européenne. Ils ont été d'ailleurs les plus critiques. Ils ont fourni le rapport le plus objectif de tous les autres qui ont fait des déclarations farfelues, que ce soit la francophonie, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, etc., etc. C'est des déclarations farfelues qu'ils ont faites parce que déjà acquis à la cause du professeur Alpha Condé. Alors, il n'y avait que 31 préfectures, n'est-ce pas, circonscriptions où les observateurs de l'Union européenne étaient présents sur 38. Mais comprenez que 60% de l'électorat guinéen se trouve dans les sous-préfectures, dans les districts. Il n'y avait aucune présence, ni de la presse, ni des observateurs étrangers ou nationaux. Alors donc, tous ces rapports qu'on a donnés, c'était une situation complètement partielle. Le diable se trouve dans le détail. Alpha, avec ses sous-préfets, les chefs de quartier, les chefs de district, avaient déjà pris des dispositions pour faire les bourrages, pour faire tout ce qu'ils pouvaient faire, n'est-ce pas, d'illégal dans les sous-préfectures. Personne n'a rapporté cela. Et le lendemain, on a vu la remontée des résultats, et l'opposition n'a plus que ses yeux pour pleurer. Donc, rien aujourd'hui qui sort, n'est-ce pas, de ces commissions de centralisation n'est vrai. En réalité, nous l'avions prévu. Et aujourd'hui, nous avons été surpris d'entendre que l'opposition, après sa dernière rencontre d'aujourd'hui, a décidé de retirer d'ailleurs ses représentants à la commission de centralisation à la CENI, comme pour annoncer son retrait du processus. Et on va même jusqu'à
émettre l'hypothèse que même les résultats publiés, l'opposition pourrait ne pas siéger à l'Assemblée. Donc, ce qui est un gâchis, n'est-ce pas, et du point de vue des ressources financières et du point de vue des ressources humaines. Il y a aujourd'hui beaucoup de responsables de l'opposition qui sont encore arrêtés et on continue aujourd'hui à violenter des gens. À l'intérieur du pays, cet après-midi, je recevais des appels de la région forestière où les villes sont déjà quadrillées. Il y a même des citernes d'eau chaude qui sont là. Les militaires amenés de Zéro-Corée, de Macenta, étaient pleins, par exemple, à Gekedou, ce qu'on me décrivait. C'est ça, en fait, ces élections qu'on peut aujourd'hui appeler les sélections. Alors, craignez-vous certainement pour un peu le pire au niveau donc de la Guinée, surtout par rapport donc au leader du parti politique avant les élections, Monsieur Alassane Condé avait dit sur une radio de Marie Yombuno qu'après les élections, ses opposants soit iront en prison ou bien iront en exil. Le président Alpha Condé hier à Zéro-Corée a été très clair que bon après ces élections le pays sera un peu gouverné. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui les leaders que vous êtes là vous devez certainement craindre pour le pays. Le pire est à craindre, pas seulement pour les leaders, mais pour le peuple de Guinée, parce que avec l'article du Canard enchaîné, ça rappelle un peu ce qui s'est passé en 2010. En 2010, nous étions tous là lorsque un jour, on nous a sorti l'accusation farfelue comme quoi le peuple avait empoisonné les militants du RPG. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve n'a été donnée. Pourtant, il y a eu des victimes réelles. Des gens ont été déplacés de Sigirine, de Kouroussa. Ils ont été empêchés de voter. Il y en a qui ont tout perdu, ceux qui ont passé des années, des dizaines d'années à construire. Il y en a qui ont perdu la vie. Eh bien, c'est un peu dans le même cadre que, à la veille de ces élections, cette fois-ci, on choisit les colonnes, n'est-ce pas, d'un journal français, pour parler d'un complot imminent. Et on accuse nommément, n'est-ce pas, une communauté, parce qu'on a parlé des milices Peul, qui viendraient s'ajouter aux mercenaires sud-africains, européens, etc., etc. Et on met également en cause les hommes politiques, on met en cause les hommes d'affaires étrangers. Et tout cela sous fond de mensonges grossiers où on veut faire croire aux gens que Alpha Condé est en train de mener la guerre contre les compagnies minières qui ont reçu des contrats de manière à travers la corruption et qu'il est en train aujourd'hui de se battre pour le peuple de Guinée après avoir déjà collecté plus d'1 milliard de dollars qui n'aura servi à absolument rien qu'à alimenter les comptes de son fils et de sa famille. Donc, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que toutes ces informations qui nous proviennent de par-ci ou par-là, ces déclarations d'Alassane Condé, du ministre de la Sécurité, etc., etc., c'est un prélude à quelque chose de plus grave. Parce que les milices qu'on appelle les Donzo sont aujourd'hui repartis, n'est-ce pas, sur l'étendue du territoire national. Et cette fois-ci, au lieu de continuer à les appeler les chasseurs ou les Donzo, ils sont aujourd'hui les gardes forestiers. Ils sont maintenant habillés en tenue militaire et ils ont des armes automatiques. Ils sont maintenant un peu partout à travers la Guinée. Sans compter que le Limo est encore actif en Guinée, c'est le groupe rebelle qui a combattu au Libéria, sans compter que notre armée, la gendarmerie, la police, continue à être tribalisée davantage depuis que le professeur Alpha Condé est arrivé au pouvoir. Donc tout cela constitue, n'est-ce pas, un mélange très dangereux qui pourrait aboutir, n'est-ce pas, à des situations très, très, très graves. Donc, il y a la vie des leaders politiques, les menaces qui pèsent sur eux, mais c'est surtout, n'est-ce pas, les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la population guinéenne parce qu'il est clair, hors de tout doute aujourd'hui que le professeur Alpha Condé, n'est-ce pas, vient d'obtenir de l'opposition l'occasion de légitimer sa dictature. C'est-à-dire, elle vient d'obtenir de l'opposition, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'ils ont participé à ces élections, c'est bien ça?
Parce qu'ils ont participé à ces élections, Jacques. C'est-à-dire que il fallait, c'est-à-dire, il y a des choses, quand j'écoute la dernière interview accordée par Sidia, c'est lui-même qui dit, nous avions gagné au premier tour, on avait gagné au deuxième tour, il parle des présidentielles de 2010, et que la même chose qui s'est passée en 2010, c'est ce qui se passe maintenant. Je me rappelle du dire de Sidia Touré, encore, c'était dans son salon en 2010. Lorsque Alpha, après avoir fini de mettre la machine à fraude en place, il a dit, on est prêt, on va aux élections. Ce jour-là, il a dit, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si Alpha dit maintenant qu'il est prêt, c'est que quelque chose va se passer. On sait la suite. Les mêmes gens, vous avez par exemple le leader du PDN qui était avec Alpha Condé, qui a quitté par après, etc., à se demander si cette opposition est aujourd'hui saine. C'est pour cette raison que le BL, encore une fois, de façon courageuse, a défendu sa position. Nous restons convaincus que cette majorité écrasante de la classe politique aura conduit le pays, n'est-ce pas, à poser des actes inutiles, sinon que des actes graves, parce que on a donné ainsi à Alpha Condé la possibilité, n'est-ce pas, de légitimer, n'est-ce pas, son pouvoir en implantant sa dictature. Aujourd'hui, ce qui sortira de ces urnes, vous le comprendrez, Alpha a une thèse qu'il veut coûte que coûte prouver. Il veut prouver qu'il n'a pas d'opposition en Guinée, qu'il n'a qu'un groupe ethnique, en l'occurrence les Peuls, qui sont contre lui. Eh bien, ces élections-là, le résultat lui sera favorable en Haute-Guinée, en Forêt, en Basse-Guinée, sauf au Fouta, où il ne touchera pas aux circonscriptions du Fouta. Ce qu'il va faire comme jeu là-bas, c'est au niveau de la liste nationale. Mais à l'uninominal, l'UFDG gagnera au Fouta, c'est évident. L'UFDG gagnera, par exemple, dans 2 circonscriptions à Conakry, comme Ratoma et peut-être Dixine. À part cela, il prendra partout ailleurs et il s'imposera. C'est ce qui va se dessiner. Je suis étonné que ce soit maintenant seulement que l'opposition se rende compte. Je crois qu'ils ont encore, une chance d'arrêter les choses maintenant et ne plus participer à ce processus et montrer clairement à l'opinion nationale et internationale que ces élections n'auront servi à rien. Alors, selon vous, donc, la solution actuellement, c'est que l'opposition se retire pratiquement du processus électoral, si je comprends bien, maintenant. Je crois. S'il y a une décision de cette opposition que, personnellement, c'est pas en consultation avec mon parti que je le dis, mais s'il y a une décision que cette opposition est sur le point de prendre, que je pourrais personnellement partager, c'est celle de sortir de ce folklore-là, carrément, et dénoncer clairement ce processus et prendre pour une fois une décision responsable de ne pas cautionner quoi que ce soit jusqu'à la fin. Qu'Alpha proclame ses résultats et qu'il constitue, n'est-ce pas, son assemblée et qu'il continue. Et nous allons continuer à exercer, n'est-ce pas, le droit constitutionnel dans ce pays de dire non. Et je crois qu'il est clair dans les textes de notre pays que l'opposition n'est pas que parlementaire, elle est aussi extra-parlementaire. Alors, la lutte, elle se fera soit au Parlement, si on avait permis que ce qui est sorti des urnes soit effectivement respecté, ou alors en dehors du Parlement. Et je crois que la voie la plus sûre pour amener aujourd'hui la Guinée à mettre fin à cette dictature, c'est peut-être la voie extra-parlementaire. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que le président, le docteur Fayami Nono, est un va-t-en-guerre pénitent, qu'il faut mettre un peu l'intérêt donc de la Guinée au-dessus pratiquement des partis politiques, que le vin est tiré, il faut le boire. Alors, que répondez-vous à cela? Écoutez, en fait, il y a des gens qui ont toujours eu des procès d'intention vis-à-vis ma personne, vis-à-vis le bloc libéral. Écoutez, les Guinéens que nous sommes, nous savons que la dictature coûte cher. Nous en avons connu 2 au moins. Nous avons payé le prix le plus élevé.
Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes dans des prisons. Il y en a qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvés. Notre pays est aujourd'hui le dernier en Afrique de l'Ouest du point de vue de son développement économique, etc., etc. Lorsque nous voyons encore, et aujourd'hui, clairement les signaux d'une dictature, et cette fois-ci clairement tribale, eh bien, je crois que nous avons un acte responsable à poser, dire non. Je crois que ça nous coûtera moins cher d'affronter la dictature que de la vivre. Affronter la dictature. Alors, docteur Fayamin Mono, avec votre permission, nous allons prendre donc la question donc, de nos frères donc, du panel, donc monsieur Agassi Moubari depuis donc Paris, le shérif Haïdara depuis donc Washington, et puis monsieur Keïta, Lassine Keïta depuis donc New York. Alors, nous allons aller du côté de Paris avec monsieur Barry Agassimo. Allez-y pour vos questions. Oui, bonsoir, docteur Faya. Bonsoir, monsieur Haïdara. Docteur, moi je voulais revenir sur sur votre sécurité en ce moment qu'on a fait. Vous pensez que c'est une façon de vous intimider, de vous faire taire, ou c'est peut-être une volonté délibérée de vous faire du mal? Écoutez, je crois que ce n'est pas simplement une intimidation, parce que les gens qui m'ont donné des informations, c'est des gens qui sont assez vieux dans les services secrets dans notre pays, qui connaissent ce qui se passe de l'intérieur. Ce n'est pas simplement une intimidation. Vous avez suivi tout à l'heure, j'avais déjà entendu parler du passage de M. Alassane Condé sur le talk show de Yombuno, où il a dit des choses graves, n'est-ce pas? Ça veut dire que au sein de l'état-major du RPG ou de ce gouvernement, eh bien, la décision est prise de s'attaquer, n'est-ce pas, directement à la personne des gens. Sinon, si c'est pour nous intimider, je crois que nous avons prouvé depuis 3 ans que nous ne sommes pas intimidables. Si c'est pour nous interpeller, nous sommes prêts à répondre, n'est-ce pas? Mais si c'est pour envoyer lâchement des gens assassiner des leaders comme ils ont décidé de le faire, eh bien, ça pose effectivement un problème de sécurité réel et nous devons tous ensemble prendre des mesures contre ça. Monsieur Barry? Oui, ma deuxième question, docteur, est-ce que vos collègues de l'opposition sont informés de votre situation en ce moment? Ils sont informés. Je me rappelle que même cet après-midi, j'ai reçu l'appel de M. Mouktar Diallo. Je sais qu'ils sont informés. Je sais qu'il y a un problème au sein de la classe politique guinéenne. On se poserait la question de savoir si véritablement ce qu'on dit est ce qu'on pense. Parce que tout le monde se dit être en train de se battre pour des valeurs, des principes. Mais lorsque ces valeurs sont court-circuitées, j'ai l'impression que certains choisissent de garder le silence. Je vous donne l'exemple. Quand nous sommes rentrés de notre tournée du Fouta, c'est une balle qui m'a réveillé le lendemain matin, entre 5h et 6h. La balle a traversé le toit, la balle a traversé le plafond pour tomber au salon. J'en ai parlé, les seuls qui se sont intéressés, qui en ont fait écho, c'est les médias et le public en général. Il n'y a eu aucun responsable d'un parti politique. Peut-être parce que nous dénoncions et nous continuons à dénoncer les élections que eux-mêmes croyaient seraient de toutes les façons propres. Donc, il fallait se taire là-dessus sans rien dire. Mais ils sont au courant, ils savent tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors, nous allons aller donc dans l'État donc de New York, avec un ami aussi qui est proche donc du camp présidentiel. Il s'agit de M. Keïta Lansine. Allez-y pour vos questions. Alors, M. Keïta Lansine, est-ce que vous entendez Alors, nous allons donc aller donc du côté donc de l'État donc de Washington, avec le shérif de Washington, le shérif Haïdara. Bonsoir, docteur. Comment ça va, shérif?
Ça va bien, Washington? Oui, ça va bien, ça va bien. Bon, sinon que on se pose tous la question, mais qu'est-ce qu'on veut de notre ami de Washington? Tout le temps, c'est lui qui est visé. Mais voilà, ça fait plaisir d'entendre que vous êtes sain et sauf et vous êtes en sécurité. Ça fait plaisir. Mais docteur, ne pensez-vous pas que parler d'une dictature tribale serait aller un peu trop loin pour la simple raison que même si le président actuel est d'une ethnie particulière, mais ce qu'il fait n'est pas en fait en commun accord avec toute cette ethnie. Ne pensez-vous pas que souvent assimiler la gestion de ce gouvernement à toute une ethnie ne serait pas dépasser un peu les limites? En fait, si c'est compris dans ce sens, oui, je serais d'accord avec vous. Sinon, dans nos communications, nous avons toujours été clairs de dire que Alpha veut s'appuyer sur une ethnie, donner l'impression qu'il s'agit d'une ethnie, mais nous savons qu'on n'a jamais blâmé, en tout cas une ethnie, pour l'acte posé par quelqu'un. Ce qui est une évidence aujourd'hui dans la gestion du professeur Alpha Condé, c'est qu'il semble beaucoup tribalisé. Sinon, ce n'est pas une manière de dire que c'est une dictature malinquée, par exemple. Voilà, j'ai une deuxième question, si vous permettez. Aussi, qu'est-ce que les partis politiques actuellement sur le terrain font pour la sensibilisation des Guinéens en général, pour que ceux-ci n'acceptent pas d'être instrumentalisés au profit ou contre un parti politique particulier. C'est-à-dire faire en sorte que tout le monde sache qu'ils sont d'abord Guinéens et que chacun est libre de choisir le parti dans lequel il veut militer, mais que cela n'efface pas réellement le fait qu'ils peuvent être tous des Guinéens, ils ont tous le même droit et le même devoir, et faire en sorte que quand le peuple est touché, que ce soit toute la Guinée qui soit touchée, quand le Soussou est touché, que ce soit toute la Guinée, ainsi de suite. Que faites-vous en tant que parti politique? Et je veux parler de l'opposition et de tous les partis politiques en général dans ce cas spécifique. Il y a des efforts qui se font, mais vous savez, ça va prendre du temps pour que le Guinéen devienne très sensible au fait que garder le silence et attendre son tour chez le coiffeur. Il y a beaucoup de communication là-dessus pour dire que nous devons rompre le silence lorsque le mal arrive à un Guinéen. Lorsqu'on vise un groupe, n'est-ce pas, à cause de son appartenance ethnique ou à cause de sa région ou à cause, etc., etc., chacun devait se lever. Non pas parce qu'il aime ou n'aime pas, n'est-ce pas, les membres du groupe visé ou de la région visée, mais parce que en rompant le silence, chacun se protège implicitement. Mais on est encore loin d'y arriver parce qu'on sait, nous avons certes aujourd'hui beaucoup de radios privées que vous trouvez sur le territoire guinéen, mais c'est des radios privées qui sont essentiellement dans la région de Conakry, et vous avez quelques villes principales de l'intérieur comme en Zéro-Corée avec Liberté, qui est toujours fermée d'ailleurs. À chaque fois qu'il y a un événement là-bas, on ferme la radio carrément. Il y a les radios qui sont en moyenne Guinée, en haute Guinée, comme le monsieur qui s'est retrouvé il n'y a pas longtemps à Bamako, parce que simplement il a donné de l'information sur le séjour d'Alpha quand il a été hué à Cancan. Le cas de... En tout cas, ces radios privées n'ont pas encore une couverture, n'est-ce pas, très très grande à l'intérieur du pays, et ce sont des radios en général aussi qui émettent en français dans un contexte où il y a encore une population très très grande qui ne comprend pas cette langue. Sinon, il y a de la communication qui se fait là-dessus pour dire attention, on ne doit plus continuer
à accepter ce que nous avons vécu dans le passé, en 85 lorsque Lansana Conté était au pouvoir, en 75-76 lorsque Sékou Touré était au pouvoir, etc., etc. Qu'on ne doit plus accepter la stigmatisation d'une ethnie pour une raison ou une autre. Alors, avant donc de revenir du côté donc de M. Barry, je sais qu'il piaffe encore, voilà. Alors, je vais signaler donc la présence de M. Sounono Kaba, qui est donc le représentant de l'UFR. Si vous voulez intervenir, appuyez sur la touche 5 étoiles, et puis aussi notre ami, M. Safa Tunkara, donc le représentant donc de Guinée News, voilà. Alors, appuyez aussi sur la touche 5 étoiles si vous voulez intervenir. Alors, nous allons aller du côté d'Allemagne pour prendre donc le doyen, Lamine Camara. Doyen, vous avez donc le docteur Fayami Mounouamine. Allez-y pour vos questions. Bonsoir Jacques, bonsoir Faya. C'est Lamine Camara depuis Francfort en Allemagne. Je voudrais te poser une question, Faya. Tout à l'heure j'ai entendu ta déclaration. Le BL n'est pas allé aux législatives, ça c'est le droit absolu du BL. Mais dans ta déclaration, comment on dit ça encore en français, j'ai pas remarqué une solidarité de la part du BL sur la situation actuelle des partis politiques de l'opposition et surtout sur la situation actuelle du tripotage des élections législatives. Bon, le BL a dit avant les élections que les élections ne seront pas transparentes. Ok, maintenant, nous nous rendons tous compte que les élections n'ont pas été transparentes. Mais pourquoi alors, maintenant, vous ne laissez pas maintenant votre déclaration d'avant-élection pour venir en solidarité avec les partis politiques de l'opposition qui sont victimes d'une tricherie et que vous-même vous aviez dénoncé avant les élections. Pourquoi pas de solidarité de votre part? Merci. Voilà, pour compléter sa question, on dit le docteur Fayami Nono en train de jouer la politique. I told you so. Voilà. Non, pas du tout, monsieur Camara. D'ailleurs, je dis bonjour parce que ça fait bien longtemps. Je pensais que tu avais disparu. C'est un camarade. Bien, je suis très content quand même de savoir que tu es encore en vie. Je te vois parfois sur Facebook. Non, nous ne manquons pas de solidarité à l'égard de cette opposition. D'ailleurs, malgré le fait que quand nous faisons des suggestions, on les regarde de haut, quand ça arrive, une situation, nous avons toujours été là. Même quand, par exemple, on porte atteinte à la dignité d'un leader de l'opposition, nous sommes là et nous manifestons notre solidarité. Dans le cas présent, ces élections-là, lorsque nous avons fait des interventions parfois très courageuses à un moment donné, ce sont les mêmes partis politiques d'opposition qui ont été les premiers à nous attaquer. Aujourd'hui, nous voulons plutôt voir dans quelle direction ils vont aller pour que nous voyions si on peut les appuyer dans cette direction. C'est pourquoi je viens de dire tout à l'heure que s'il y a encore une chance qui reste à cette opposition, c'est de se retirer de ce folklore maintenant. Parce que il apparaît maintenant clair que ces élections n'ont été transparentes ni crédibles. Donc maintenant qu'ils le voient clairement, leur seule chance maintenant, comme ils sont en train d'ailleurs de la prendre, ce que j'apprécie, je viens de le dire, d'un point de vue personnel, pas en concertation avec ma formation politique. Donc, je dis, c'est le moment de sortir et je suis tout à fait solidaire quand je fais des interventions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mes interventions que vous ne suivez pas, n'est-ce pas? Mais même hier, j'étais intervenu sur Nostalgie, où non seulement j'ai dénoncé ce qui se passait, mais j'ai compris la difficulté face à laquelle se trouvait l'opposition aujourd'hui. Et donc, nous sommes très très sensibles à tout ce qui est en train d'arriver et je crois que nous ne manquons pas de solidarité à l'égard de l'opposition. Parce qu'après tout, nous ne cherchons pas, lorsque nous faisions
nos déclarations que les élections ne seraient pas propres, nous ne cherchons pas à avoir raison. Dans le plus profond de nous-mêmes, nous souhaitions que nous n'ayons pas raison, parce que avoir raison, c'est encore la souffrance de la population guinéenne. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se dessiner. Non, nous ne manquons pas, encore une fois, de solidarité et nous pensons que l'opposition, pour une fois, devait prendre une décision responsable de se retirer de cette mamaya. Alors, docteur Faya Milono, est-ce que vous ne pensez pas que ça devient un parcours de combattant, hein? La politique de la chaise vide ne paye pas le plus, souvent on le dit certainement en politique. Hein? Là, après les élections, il y a le mouvement syndical qui vient donc de demander à tout le monde d'accepter donc le résultat donc des urnes. Hein? Et selon l'information que nous venons certainement d'avoir, M. Saïd Djinit, qui est un peu comme le médiateur ou bien l'arbitre, hein, aurait dans sa déclaration demandé donc, voilà ce qu'il a dit. M. Djinit appelle donc au respect donc du verdict donc des urnes. Alors, comment vous analysez un peu tout ça? Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Ça dépend. Il faut lire entre les lignes. Est-ce que si c'est ce qui est sorti des urnes, je serais d'accord avec Djinit, je serais d'accord avec le syndicat, etc., etc. Mais ce qu'on est en train de nous présenter, c'est pas ce qui est sorti des urnes. Encore une fois, on est en train de cuisiner les choses. Je ris souvent avec les amis qui sont aux côtés de Abbé à Kindia. Il y a 2 jours, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils avaient un espoir. Je leur ai dit, vos illusions vont se dissiper très bientôt. Il y a 2 jours. Alors aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui me racontaient que hier déjà, ils voulaient se retirer de la centralisation, mais tous les partis n'ont pas accepté de quitter en même temps. C'est ce qui a fait qu'ils sont restés. Mais ils n'ont plus d'illusions. Ils savent que à Kindia, ça a été carrément un changement de chiffres un peu partout. Donc, si ces appels et de Djinit et des syndicats, c'est pour exiger effectivement qu'on ne change pas, comme on est en train de le faire systématiquement dans toutes les circonscriptions, qu'on ne change pas ce qui est sorti des urnes, eh bien, c'est quelque chose de pertinent que les uns et les autres devaient écouter. Mais si ces déclarations, c'est pour dire que ce que va déclarer bientôt la CENI comme résultat que c'est ce qui est sorti des urnes, je ne serai pas d'accord avec eux. Alors, docteur, je ne sais pas si vous avez encore un peu d'énergie. Nous allons certainement prendre au moins 15 minutes de votre temps encore, avant donc de prendre au moins 2 ou 3 réactions des auditeurs, si ça ne vous gêne pas, docteur. D'accord. Voilà. Alors, je sais qu'il y a M. Barry qui voulait certainement avoir une autre question. M. Barry, est-ce que vous pouvez souffrir un tout petit peu ou bien c'était une question très rapide? Allez-y, Barry. Alors, on reviendra à vous tout à l'heure. Je crois que nous allons prendre au moins 2 ou 3 auditeurs et puis peut-être revenir à vous. On va donc dans l'état de la Géorgie, c'est bientôt Atlanta, avec El Hadj Kabirou. El Hadj, allez-y pour votre question. Alors, El Hadj Kabirou, Alors, peut-être aujourd'hui c'est vendredi, et là il doit être encore un peu Merci. Voilà, maintenant tu as ouvert Zach. Bonsoir okay. Zach. Allez-y El Hadj. Merci. Docteur Faya, bonsoir. Bonsoir El Hadj, comment allez-vous? Ça va, merci. Donc, je vous souhaite la bonne chance. Donc, j'ai une question, docteur Faya. Avant de la poser, je veux rappeler un peu que avec ces élections, pas de commentaires. On a voilà. vu... Pas de commentaires, allez-y à la question, El Hadj. Non, pas de commentaires, mais pour faire savoir la question. Avec ces élections, on a vu des chefs de quartier, les chefs de secteur, les gouverneurs, présidents CRD, avec toute l'administration qui vole les urnes, qui cassent, qui créent des bureaux et choses non reconnues. Donc, ça nous a fait savoir, c'est pas Warmak qui a des problèmes, c'est la conscience guinéenne. Maintenant, ma question. Vous avez toujours voulu qu'on attende jusqu'à 2015 pour organiser les élections. Quel plan avez-vous gardé pour redresser la conscience de ces gens-là d'ici 2015? Parce que ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de conscience. Quel plan avez-vous?
Alors, Dr Fayaminono, pour bien comprendre sa question, c'est-à-dire pour lui qu'on organise des élections en 2005, en 2015, en 2050, c'est pratiquement les mêmes personnes et c'est le même scénario qui se passera. Oui, c'est vrai que c'est un problème très complexe, ça je l'avoue avec l'âge. Sauf que quand il dit que ce problème n'est pas technique, il est aussi technique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes d'hommes, de problèmes organisationnels, mais il y a aussi des problèmes techniques. Parce qu'il faut d'abord s'arrêter sur le fichier lui-même. Vous avez vu certes beaucoup de compatriotes bouger le samedi dernier pour les urnes. Mais il y en a beaucoup qui n'avaient pas leur carte d'électeur parce qu'ils avaient été recensés correctement par la SAGEM en 2008 ou 2009 et donc avaient leur carte d'électeur avec la SAGEM. Ceux-là, techniquement, compte tenu du fait que nous avions un fichier qui était permanent, il fallait simplement procéder à la révision du fichier, ils n'étaient pas obligés d'aller devant les CARL. Eh bien, tous ceux-là, pour une majorité écrasante, ils n'ont pas obtenu leur carte d'électeur parce qu'ils ne sont pas revenus devant les CARL pour se faire enregistrer de nouveau. Ceux-là, à un moment donné, l'opposition avait élevé le ton pour dire qu'il y a beaucoup trop de personnes qui avaient pu voter en 2010 mais qui n'ont pas leur carte d'électeur. On leur a dit, ouvrons des listes pour voir comment on peut leur permettre de voter. Toutes ces personnes n'ont pu voter le jour du vote. Donc il y a eu certes beaucoup de mouvements que vous avez vus, mais en réalité, beaucoup n'ont pas pu voter, certains parce qu'ils n'ont pas eu de carte d'électeur, d'autres parce qu'ils n'ont pas trouvé leur bureau, etc., etc. Donc le problème est aussi technique. Mais voilà, lorsque nous faisions notre proposition, ce que nous avions dit. Nous avions souhaité que les élections soient couplées en 2015. Et le couplage des élections en 2015 devait être précédé par un certain nombre d'actions qui devaient être prises. C'est-à-dire, on ne devait pas rester assis, n'est-ce pas, jusqu'en 2015 pour espérer que les élections seraient propres en 2015. Un travail, n'est-ce pas, d'inspiration devait être fait, aller aux choses dans les pays comme la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, qui ont l'habitude de combiner toutes les élections et en apprendre de la façon dont ils procédaient. Et nous avons pointé du doigt le fait que la CENI partisane n'a pas marché. Il fut un moment où nous avons été d'accord avec les autres partis d'opposition pour dire qu'on préférait maintenir pour l'instant la CENI partisane, mais il apparaît aujourd'hui clairement que cette CENI partisane n'a pas marché et ne pourra pas marcher même après ces élections-là. Donc, nous avions proposé qu'on reverrait la copie, n'est-ce pas, de la CENI du point de vue de sa configuration et c'était dans le but d'avoir une administration électorale qui soit complètement indépendante de l'administration territoriale. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Comme au Ghana, si nous avons aujourd'hui une CENI complètement technique, n'est-ce pas, composée des gens seulement de la société civile et qui met en place une administration électorale du sommet à la base, quelqu'un qui a 18 ans peut s'arrêter à un bureau de services électoraux de son district et se faire enregistrer. On n'a pas besoin de se faire tuer pendant des mois et des mois pour pouvoir organiser une révision du fichier électoral. C'est comme ça que ça se passe au Ghana, c'est comme ça que ça se passe dans d'autres endroits. Et donc, nous avions proposé cela. Et cela était aussi possible. Nous avions aussi dit qu'on devrait revoir même la copie de notre constitution, qu'on devait toucher, n'est-ce pas, à la question de la réconciliation. Il y avait un ensemble d'actions que nous devrions poser. On ne devrait pas rester assis jusqu'en 2015 pour espérer qu'en 2015, on organiserait des élections propres. Donc, le choix des hommes était encore une fois en question. Parce qu'il vous souviendra lorsque, après beaucoup de combats, l'opposition a obtenu la recomposition, parce que l'opposition avait parlé de la restructuration de la CENI. On n'a pas pu obtenir la restructuration, mais on a obtenu la recomposition de la CENI. Quand il a été question de la recomposition de la CENI, n'est-ce pas, des suggestions qui avaient été faites. Personnellement, je n'appartenais à aucun parti en ce moment-là, donc je n'étais pas intéressé non plus à une position quelconque à la CENI. Je leur ai dit, il aurait mieux fallu que
au lieu de chercher aujourd'hui à dire quel parti va être représenté, puisque déjà au sein de l'opposition, nous avons plus de partis qu'il y a de postes à pourvoir, si on s'asseyait pour décrire clairement le profil des gens qu'on veut avoir à la CENI, c'est-à-dire dire, nous voulons quelqu'un qui soit spécialiste de la programmation, quelqu'un qui soit spécialiste de la gestion des bases de données, quelqu'un qui soit spécialiste des questions électorales, quelqu'un qui soit spécialiste des lois, n'est-ce pas, électorales. Si on définissait clairement ces profils-là et qu'on se mettait à chercher ces personnes, même si on ne les trouvait pas dans les partis politiques que nous constituons, si on les trouvait dans la société civile, ils nous serviraient mieux que de nous faire représenter par des gens qui sont là et devant eux, on est en train effectivement de voler l'opposition. Donc, toutes ces questions-là devaient être revues. Et je crois que encore aujourd'hui, les mêmes questions sont encore d'actualité. Si nous voulons changer les choses en 2015, eh bien, il faut se lever maintenant. Il faut revenir au fichier de 2010, procéder à la révision de ce fichier-là, n'est-ce pas, par un opérateur qui ne soit pas Waymark, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'actions que nous avions prévues. Et je crois que je peux vous renvoyer au mémo que nous avions élaboré à cet effet. Si vous ne l'avez pas, je peux, avec l'aide de monsieur Jacques Roger, je peux vous faire parvenir ce mémo et la feuille de route d'ailleurs que nous avions élaborée en complément à ce mémo. Alors, docteur Fayamine Mono, nous allons aller du côté donc de M. Safa Tounkara, représentant donc des Guinée News. Peut-être que vous êtes un peu surpris, mais il est devenu un homme incontournable au niveau donc de la communication, au niveau donc des États-Unis. Waouh, félicitations, Safa. Merci mon cher ami docteur. Vous savez, quand on est dans la lutte, il y a plusieurs manières d'apporter quelque chose. Donc j'espère que je pourrai apporter un peu plus. C'est un grand changement quand même, parce que tu parles de la politique à quelque chose d'un peu plus neutre, parce que en tant que journaliste, vous devez avoir un œil pas partisan maintenant. Ça c'est un autre débat, ça. J'ai toujours le pied en politique, mais j'arrive à contrôler. Mon cher ami docteur, merci bien. Et bon, vous savez, moi j'ai quelques inquiétudes par rapport à la CENI. Et comme vous, je le concède, vous avez vu beaucoup de choses venir. Et malheureusement, le terrain était tellement miné que peut-être beaucoup n'ont pas pu voir ce qui se préparait. Mais aujourd'hui, la première chose que je vais vous demander, Bakary Fofana a fait une sortie tout récemment pour parler de la date. Il a fait mention des 72 heures. Donc, moi, j'ai fait un peu de recherche dans le code électoral. J'ai voulu savoir si c'est 72 heures après la fermeture des urnes, parce que normalement, dans beaucoup de pays, c'est ce que la loi dit, ça précise, 72 heures après la fermeture des urnes, il faut proclamer les résultats, au moins provisoires. Et même Bakary nous fait savoir que lui, c'est 72 heures après réception des urnes. Mais comment vérifier que tous les réception des PV, je veux dire, mais comment vérifier que tous les PV ont été transférés au niveau central. Donc moi, je suis un peu confus à ce niveau. Est-ce que vous avez des réponses pour moi à ce niveau? C'est ma première question, les 72 heures. Bon, les 72 heures, j'avais moi-même la même compréhension des 72 heures que la compréhension que vous avez, c'est-à-dire à la fermeture des urnes, des bureaux de vote, n'est-ce pas, 72 heures pour donner, n'est-ce pas, les résultats provisoires. Et puis après, on envoie à la Cour suprême, il y a un autre délai, etc., etc. J'étais surpris le jour que Bakary Fofana, en compagnie de deux autres commissaires, nous avait effectivement dit que les 72 heures couraient après réception des procès-verbaux de centralisation, parce que ce qui n'a pas précisé de centralisation, mais c'était implicite. C'est-à-dire que il y a eu des procès-verbaux qui ont été élaborés dans chaque bureau de vote. Ces procès-verbaux ont été regroupés dans chaque sous-préfecture et acheminés au chef-lieu de chaque préfecture où se trouvent les commissions de centralisation. Ce n'est pas la réception au niveau des commissions de centralisation, c'est la réception des procès-verbaux, n'est-ce pas, des 38 circonscriptions de l'intérieur et des 17 circonscriptions de l'extérieur dont il voulait parler. Alors, j'ai appelé effectivement l'avocat du BL pour en savoir plus. Alors, je ne suis pas encore revenu pour lui poser la question parce que de toutes les façons, nous ne sommes pas partie prenante.
au processus. Nous ne pouvons pas nous interférer pour dire il y a quelque chose d'illégal qui est en train de se passer. Mais moi-même, j'ai cherché à en savoir plus auprès de l'avocat du parti. 72 heures, c'est finalement à partir de quelle date? Parce que si c'est l'interprétation de Bakary Fofana, eh bien, on peut bien attendre un an, tant aussi longtemps que le RPG Arc-en-Ciel n'est pas prêt avec les bulletins qu'il aura cuisinés. Eh bien, on ne peut pas parler des 72 heures. Exactement, parce que c'est mon inquiétude. Si on ne dit pas à partir de quand, là, on peut prendre tout le temps qu'on souhaite. Maintenant, ma dernière question, pour ne pas un peu pénaliser les auditeurs, mon frère ami. Les séances de concertation au niveau de l'opposition républicaine, je sais bien que vous n'êtes pas de l'opposition républicaine, mais en tant que politicien très influent en Guinée, est-ce que vous imprégnez un peu de ce qui se passe à l'interne? Est-ce que vous arrivez quand même à faire passer vos messages ou bien faire passer des suggestions? Parce que moi, je souhaite vraiment, vous savez, on a eu des conversations privées par rapport à cela, que l'opposition reste unie. Parce que je pense à Fakonde cherche à diviser, cherche à vous diviser, il faut le dire ainsi, cherche à vous diviser de toutes les manières. Il veut que FAYA aille dans un sens et que l'UFDG aille dans l'autre sens, et plus tard que lui se retrouve au beau milieu. Est-ce que vous arrivez quand même à communiquer et à faire passer quelques messages, rien que pour garder cette solidarité au sein de l'opposition, pour qu'on puisse faire face à Fakonde dans les prochaines années qui viennent? Bon, la situation peut évoluer, mais je peux vous dire que nous étions, même au moment où nous n'avions pas encore dit clairement que nous sommes membres de l'opposition républicaine, nous étions là comme observateurs, nous faisions passer nos idées, nous avions toujours un représentant qui était là et qui prenait la parole pour faire passer nos messages. En ce moment-là, au sein du parti, nous étions en train de nous concerter pour prendre une décision si oui ou non nous devrions rejoindre l'opposition républicaine. Cela est intervenu au moment où nous étions en train de réfléchir, effectivement, est intervenu le fameux dialogue au Palais du Peuple. Et vous savez comment nous avons quitté ce dialogue. Et vous savez la cacophonie qui en a suivi. Et nous avons constaté que l'opposition, en tout cas dans son ensemble, nous avait violemment attaqué. Alors, cela a plutôt baissé notre intention de vouloir aller trop vite vers cette opposition, où il se trouve beaucoup de personnes, mais il y a à l'intérieur trop de cacophonie. Et c'est depuis lors que nous avons même cessé d'envoyer comme observateur quelqu'un au sein de cette opposition. Mais puisque ces élections-là, auxquelles on allait et on savait que ça allait se terminer d'une certaine façon, on pense que on reprendra l'initiative pour que, effectivement, ceux que nous pensons être prêts à continuer à se battre pour empêcher qu'il y ait la dictature, se mettent ensemble pour continuer la lutte. Et dans ce sens-là, le BL est disposé à travailler avec tout parti politique qui s'inscrit véritablement dans la voie de combattre aujourd'hui la dictature et continuer à se battre pour les valeurs et les principes. Voilà, merci bien. Donc, je ne vais pas trop vous retenir. Et merci à vous, docteur. Bonne chance à vous. Restez très serein et surtout restez à l'abri de tout ce qui va se passer. Merci bien et bonsoir à monsieur Jacques Roger, monsieur Chérif Haïdara, mon frère à Paris, et aux auditeurs. Je suis à l'écoute. Merci. Voilà, merci à monsieur Safa Toukara. Je crois que vous ne manquerez pas de nous donner, maintenant que vous avez une autre casquette de journaliste, de nous donner quelques conseils. Mais bon, docteur, vous savez, on a toujours échangé et moi je suis disponible à n'importe quel moment, c'est ça? C'est parce que vous êtes maintenant journaliste que je peux penser que, bon, puisque mon ami est devenu maintenant journaliste, il peut ne plus me donner les conseils qu'il avait l'habitude de me donner. Non, ça ira, on garde les bonnes relations, mon frère, il n'y a aucun problème. Docteur, je vais vous vendre le secret de Safa. Il se bat tous les jours entre les deux manteaux. Le manteau de opposants et le manteau des journalistes et modérateurs. Alors c'est bien.
Merci. Alors, merci, docteur Saya. Nous ne pourrons pas conclure notre émission, nos échanges, sans certainement l'un de vos admirateurs, docteur Faya Binmono. Il s'agit bien donc de monsieur Mamadi Camara. Voilà, donc attendez-vous certainement à des coups de boutoir. Voilà. Alors, Mamadi, alors vous avez... Camara, il n'y a pas de problème. Alors, bonsoir, monsieur Camara Faya. Oui, comment ça va, mes camarades? Ça va très bien. Oui, toujours. En forme même. Ah, d'accord, c'est bien. Comme l'arc-en-ciel. C'est bien. Vous savez, le soleil de l'arc-en-ciel a fondu le soi-disant ancien Premier ministre. Vous le savez, non? Donc, bon, docteur Faya, bon, ce que je n'arrive pas à comprendre, vous avez refusé à participer aux élections législatives. Bon, je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours devant. Bon, est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Et aussi, je n'arrive pas à passer à Gekedou. Normalement, nous sommes en Guinée. Et vous devez avoir votre base à Gekedou. Mais depuis l'événement qui s'est passé à Gekedou, quand vous n'avez pas été bien reçu par les charges de Gekedou, bon, depuis lors, vous n'avez pas foutu pied. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, ou bien vous êtes un personnage grata à Gekedou dans votre ville natale. Voilà. Donc, bon, j'ai beaucoup comment dirais-je, j'ai beaucoup d'espoir pour vous. Un jeune intellectuel éloquent, vous voyez, intellectuel propre. Et vous devrez vous séparer de ces anciens premiers ministres. Bon. Parce qu'il n'y a pas ce que pendant 26 ans. C'est la dictature. Vous connaissez comment ils ont laissé la Guinée aujourd'hui. D'accord. S'ils prenaient l'électricité l'eau à la Guinée, on n'allait pas crier contre Alpha Condé aujourd'hui. Mais même le Mali a tout. Donc essayez de vous ressaisir, laissez cette opposition caduque, M. Jacques, M. Faya. Et aussi il faut essayer de vous ressaisir le mot ethnique, c'est très dangereux. Voilà, alors. Donc, comment dire, c'est très dangereux. Essayez de laisser cela. Parce qu'à chaque fois que vous, je ne sais pas si on vous paye pour ça. Il a peur de dire cela. Essayez de laisser ce mot malinqué là. D'accord. Merci. Merci, Mamadi. Voilà, alors, docteur Faya, voilà, c'est un peu votre admirateur. Voilà. Mamadi, d'abord. Monsieur Kamara, d'abord, je n'utilise pas le mot malinqué parce que écoute, j'ai tellement de relations avec tout le monde en Guinée que je sors complètement l'individu de son ethnie. Je ne juge pas l'ethnie, je juge l'individu. Ça, c'est soit dit en passant. Je vais répondre à la question pourquoi je ne suis pas encore allé à Gekedou. C'est un choix du parti que j'ai aujourd'hui l'honneur de diriger. Nous avons dénoncé le fait que les partis politiques ont tendance à se tribaliser dans notre pays, ce qui est très dommageable et qui nous empêche d'avoir un terrain. C'est que quelqu'un est chef d'un parti. L'effort est fourni essentiellement dans sa préfecture ou dans son ethnie. Alors, au BL, ça ne sera pas le cas. C'est pour cette raison que nous avons entrepris l'implantation du BL en Basse-Côte. On a commencé par Conakry, on est allé en Basse-Côte, nous étions au Fouta, nous sommes en train de nous préparer pour la Haute-Guinée, et puisque aller en Haute-Guinée, revenir à Conakry avant d'aller en forêt, ça sera une manière de perdre un peu plus d'argent, nous sommes en train de nous préparer effectivement pour faire à la fois la Haute-Guinée et la région forestière. Donc, ceux qui se posent jusqu'à présent la question pourquoi on n'est pas allé à Gekedou, non, je ne suis pas persona non grata à Gekedou. Je suis même attendu à Gekedou. Comme je suis attendu à Kankan aussi. Même aujourd'hui, je parlais avec M. Moussa Kaba. Et je crois que Moussa Kaba, ce n'est pas un Kissi. Alors, il me disait
ce qu'il est en train de faire, effectivement, il est assistant à l'université de Kankan. Il me disait ce qu'il est en train de faire pour préparer notre arrivée à Kankan. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes persona non grata à Gékédou, mais simplement parce que nous voulons carrément sortir de la politique qui se colle trop aux ethnies pour porter notre débat sur les valeurs et sur les principes. Donc, quand nous irons à Gékédou, vous nous entendrez, mais au BL, c'est un principe que à Gékédou, nous méritions les voix des gens de Gékédou, comme nous sommes en train de nous battre pour mériter les voix de Kankan, de Sigiri, de Labé, de Mamou, de Conakry, etc. etc. Ça, c'est un choix à nous. Par rapport au conseil que vous me donnez, le problème que vous avez à l'Arc-en-Ciel maintenant, c'est que en 2010, il y a beaucoup qui, de bonne foi, avaient choisi de soutenir le professeur Alpha Condé parce qu'ils pensaient qu'il était un homme propre. Mais aujourd'hui, 2 ans et demi, voire 3 ans après, la gestion de Alpha, je crois, si on la compare à celle des anciens premiers ministres qu'on dénonce aujourd'hui, il y a de la difficulté à choisir parce que la corruption a continué de plus belle, les gré à gré que le professeur Alpha a dénoncé, c'est seulement la méthode d'attribution des marchés publics aujourd'hui dans notre pays. Les fonds qui sont récoltés un peu partout à l'extérieur, les 700 millions, 150 millions par-ci ou par-là, on ne sait pas là où ça va aujourd'hui. On essaie de nous faire croire que le professeur Alpha Condé est en train de se battre avec les manias des mines à l'extérieur parce qu'il est en train de chercher à sauver l'intérêt des Guinéens. C'est pas vrai. On est en train de faire la renégociation de ces contrats pour tirer un profit personnel. Alors tout le problème aujourd'hui en Guinée, c'est effectivement à ce niveau-là. C'est que Alpha Condé a déçu, pas seulement les autres Guinéens, mais ceux-là qui le soutenaient. Parce que j'écoute beaucoup de jeunes gens qui viennent, j'ai chez moi des cartes de membres des gens du RPG, pas la carte d'une année. Ça veut dire que c'est des gens qui ont été militants du RPG pendant au moins 5, 6, 7 ans. Parce que quand quelqu'un me produit 6 cartes de membres qui sont annuelles, ça veut dire qu'il a été membre du RPG pendant au moins 6 ans. Et qui me dit qu'il quitte ce parti parce que le professeur Alpha Condé a déçu. Donc, vous avez aujourd'hui la difficulté de convaincre les gens à dire bon, vous êtes avec les anciens premiers ministres, mais je crois que l'alternative du professeur Alpha n'est pas non plus la bonne. Il y a une autre chose, par contre, que moi j'ai comme conseil à vous donner. Vous savez, le comportement politique, n'est-ce pas, même d'un employé, veut que si par exemple vous êtes un électricien, vous travaillez pour une grande compagnie, que vous fassiez en sorte que durant l'année, vous ne passiez pas toute l'année sans qu'il n'y ait de panne. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de panne pendant 6 mois, créez-en une panne, mais la panne que vous pouvez réparer. Comme ça, vous allez justifier pourquoi on va vous payer le salaire. Mais lorsque vous créez une panne que vous ne pouvez pas réparer, eh bien, on va vous virer. C'est la situation qui risque d'arriver au professeur Alpha Condé et son RPG. C'est-à-dire que la fraude que nous sommes en train de vivre, elle aurait été mesurée, peut-être ça pourrait donner, n'est-ce pas, un doute, et certains de la communauté internationale allaient considérer que, bon, pour une question de stabilité, puisque l'opposition a aussi une bonne représentation, même si ce n'est pas exactement ce qui est sorti des urnes, on peut essayer de demander aux uns et aux autres de tourner la page. Mais la fraude est à une échelle telle que c'est comme si un employé provoquait, un électricien provoquait une panne que lui-même ne peut plus réparer, et donc on questionne sa compétence. Aujourd'hui, la question des Guinéens, c'est que est-ce que le professeur Alpha Condé n'a jamais été un démocrate, véritablement. Et c'est ce qui, au niveau de la jeunesse, la question que les gens se posent aujourd'hui, et c'est ce qui est en train de préparer effectivement des jeunes à dire qu'il faut probablement lui administrer, n'est-ce pas, la pilule qu'on a administrée à Ben Ali, ou bien Moucharaf.
Alors, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ligne. Docteur Faya Milimono, c'est fait très tard. Merci beaucoup pour votre contribution et votre mot de fin. Merci Jacques et merci aux fidèles auditeurs de Jacques, surtout monsieur Camara d'Allemagne. Ça fait longtemps, lui et moi on n'a pas parlé. Il connaît mon numéro, il sait qu'en Guinée ici c'est un peu difficile. Il faut que monsieur Camara, tu nous appelles de temps en temps. Bon, Mamadi, lui, il n'a pas encore quitté le RPG, mais peut-être dans quelques semaines, il sera obligé de quitter le RPG. Nous allons l'aider à comprendre pourquoi, pour que après la prochaine émission, lui aussi, il prenne la carte du bloc libéral pour continuer véritablement. Il a parfois de bonnes idées, mais il est dans le mauvais camp, le RPG. Alors, je remercie donc tout le monde. Et je dis que Dieu merci pour l'instant et toutes les prières portent. Nous sommes en lieu sûr et nous continuerons, n'est-ce pas, le combat. Nous ne reculerons pas. Lorsqu'ils termineront ce tohu-bohu électoral, eh bien, nous allons continuer ce que nous étions en train de faire et nous prendrons d'ailleurs le chemin de la Haute-Guinée puis de la région forestière pour l'implantation de notre parti. Donc, j'invite surtout les militants et sympathisants du BL qui sont à l'écoute, de ne pas baisser les bras, de continuer à se battre. Vous avez à convaincre beaucoup d'autres Guinéens qui sont là-bas aux États-Unis, qui sont en Europe. On a besoin d'avoir une masse critique de gens convaincus que la dictature nous coûterait plus cher que l'affrontement avec quelqu'un qui a l'intention de créer la dictature dans notre pays. Je vous remercie. Voilà, c'était donc le docteur Faya Milimono depuis Conakry. Voilà, alors, merci docteur Faya, portez-vous bien et au revoir. Merci bien Jacques, au revoir. On va